Qu'est-ce qui lie la transformation urbaine d'Aulnay-sous-Bois à ce grand projet? Bien sûr, c'est la gare du Grand Paris qui devrait arriver sur le territoire aulnaysien. Et Aulnay-sous-Bois est intéressé par deux gares du Grand Paris en particulier. Il y a la première qui est installée sur le territoire de notre ville, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure lorsqu'on se rapproche plus exactement d'Aulnay-sous-Bois, qui est sur le territoire de ce qu'on appelle la RN2, hein, c'est-à-dire entre le rond-point de l'Europe et le rond-point Chagall, je ne dis pas de bêtises, c'est ça? À l'autre bout, je ne me trompe pas chaque fois. D'accord. En tout cas, entre l'entrée de l'autoroute à 104 et le rond-point de l'Europe, où il y a l'usine L'Oréal, hein, vous arriviez à vous situer. Et donc la gare du Grand Paris devrait être située en fait sur la première partie du territoire. Je n'ai pas le petit... mais c'est pas grave, vous le voyez, hein, sur la première partie du territoire ici de la RN2, vous voyez ici la cité Emmaüs, la Rose des Vents qui est là-haut. Et donc la première partie de ce terrain situé entre le rond-point et la première traversée de la RN2, c'est là que va se développer en fait le projet du Grand Paris. Et c'est que là va naître en fait la gare du Grand Paris. Alors qu'est-ce que le Grand Paris? Donc c'est 72 stations de métro qui vont être construites normalement, qui font une boucle autour de Paris, un peu comme deux arcs en 8 hein, qui se rejoignent par le milieu de Paris et qui permettent en fait au territoire autour de Paris de passer de banlieue en banlieue sans forcément repasser par le centre de Paris pour pouvoir aller sur un autre territoire. Donc ça va normalement apporter un confort important à la population de toutes ces banlieues. Donc c'est un métro automatique qui fonctionnera 24 heures sur 24. Voilà. Donc on a ce territoire, 22 000 m² qui ont été cédés à la Société du Grand Paris, qui a la maîtrise d'ouvrage et qui doit construire ce grand métro, qui ont été cédés, si je ne dis pas de bêtises, le 21 novembre dernier. Hein, donc monsieur le maire a signé la vente de ce terrain à la SGP, puisqu'en fait, dans ce grand projet, ce territoire doit servir normalement de base de chantier au futur grand métro, puisqu'en fait, il y a deux tunneliers qui devraient partir d'Aulnay-sous-Bois, parce qu'ils vont creuser un grand trou, ils vont poser les tunneliers et ils vont aller creuser de part et d'autre pour pouvoir construire ce grand métro qui, sur la plus grande partie de son tracé, est souterrain. Hein, je crois qu'il y a quelques endroits où il émerge un peu et il replonge, pas à Aulnay-sous-Bois. C'est une bataille d'ailleurs qu'on a menée avec monsieur le maire, parce qu'au démarrage on n'était pas sûr. Il était tentant sur la RN2 éventuellement de faire ressortir le métro, traverser et puis replonger de l'autre côté quand on arrive du côté du Gros Saule. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas, parce qu'on sait que c'est des batailles qui sont menées depuis fort longtemps sur le territoire auleysien pour qu'il n'y ait pas cette coupure entre les quartiers de la Rose des Vents et le reste de la ville. Hein. La ville est déjà sectionnée par plusieurs soit infrastructures, je pense en particulier à l'infrastructure ferroviaire au travers de la gare du centre, où là on a la coupure entre Aulnay-Sud et Aulnay-Nord. On a également quand même le RD 115 qui coupe un peu par le vieux pays et tout, qui redécoupe encore la ville. Donc en fait on a quand même un certain nombre de territoires qui sont comme ça découpés et qui ne sont pas forcément en lien. Donc il fallait de toute façon réfléchir à un peu corriger tout ça. Donc ces batailles qui ont été menées, puisque je vous rappelle quand même qu'à l'époque, hein, M. Ballanger s'était battu vers emblématique d'Aulnay-sous-Bois pour qu'il n'y ait pas d'autoroute qui passe à cet endroit-là, puisque l'objectif c'était de relier l'autoroute A104 à l'autoroute A3 hein, du côté de Blanc-Ménil. Le projet a refait surface dans les années 80, fin des années 90 on va dire. Une bataille a été menée à l'époque, elle a été gagnée, et M. Guessou à l'époque était ministre des Transports, a acté le fait qu'il n'y aurait plus d'autoroute et qu'en fait ce territoire pouvait faire l'objet d'une transformation urbaine et devienne un boulevard urbain. Et c'est qu'à partir de ces décisions, et en 2004, lorsque les quartiers du nord de la ville ont été désignés comme étant un territoire qui allait voir ce qu'on appelle la rénovation urbaine, transformer ces territoires, à partir de 2004, où là il y a des réflexions qui ont été menées sur la recomposition de tout ce boulevard et la transformation des espaces qui sont au nord de ce boulevard. Alors à l'époque, il n'était pas question de la gare du Grand Paris, hein. C'est arrivé bien après, mais en tout cas il y avait l'évolution de tous ces territoires qui étaient déjà en route. Donc la gare du Grand Paris va être ici. Donc là vous reconnaissez en fait la RN2. Maintenant
la mosquée qui est quand même très visible, puisqu'elle est quand même très avancée dans sa construction. Juste en amont, hein, juste un petit peu avant, on a le grand espace public qui a été créé, dans lequel il y a des différents espaces. Il y en a qui sont dédiés pour les terrains de proximité, hein, sur lesquels on peut jouer au ballon et tout. Et puis des espaces publics où les gens peuvent déambuler, hein, de manière... un vrai jardin public qui est au milieu. Si on continue sur les territoires de la Rose des Vents et sur le pôle de centralité, ici actuellement déjà construit le parking du futur marché des Trois-Villes, puisque le marché des Trois-Villes va être délocalisé, hein, à partir de Aulnay-sous-Bois, mais il va être délocalisé sur les quartiers nord. Il va partir de là où il est, c'est-à-dire sous le Galion et plus sur la place du côté de Jupiter, et il va être organisé en fait dans le bout de ce parking. Et là, il est actuellement en train d'être construit. Il part du bout du parking, hein. Vous savez, de l'espèce de virgule, parce qu'en fait, on a une circulation double sur la partie sud de la rive de la RN2 jusqu'au Galion. Et après, ça se redivise en deux. Il y a une partie qui passe au nord et une partie qui continue au sud. Hein. D'accord? Donc, juste un endroit où il y a cette bifurcation et où il y a le parking... alors c'est un parking qui va être réservé en fait à la fois aux gens qui viendront au marché et à la fois aux commerçants, hein, qui viennent des commerçants ambulants qu'il faudrait qu'ils stationnent puisque c'est l'anarchie actuellement. Donc il y a des places de transport pour les camions et tout qui sont prévues. Et le marché lui va être organisé entre ce parking jusqu'aux abords du Galion. D'accord? Là il est en phase de réalisation. Aujourd'hui il y a plein de travaux. Alors depuis 2004 c'est vrai que le quartier de la Rose des Vents supporte énormément de travaux. Mais bon, ça va engendrer quand même une qualité de l'espace urbain qui va redonner normalement qualité aux habitants. Alors, si tu reviens un peu à l'horizontale, voilà. Donc là, vous remarquez le Galion, qui aujourd'hui pour l'instant est toujours en place, hein, parce qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui me posait la question de savoir alors le Galion pour l'instant dans ce qu'on appelle l'ANRU 1, hein, le projet d'ANRU 1, il n'est pas démoli. Il y avait une partie qui était prévue à la démolition uniquement jusqu'aux marches du Galion, mais le projet de l'ANRU 1 a été voté en 2004, c'est une enveloppe constante, et en fait, au fur et à mesure que le projet a vu des évolutions, il y a aussi le prix de la construction qui a énormément augmenté, il y a des choix qui ont été opérés par la ville, par le préfet de région et par le bailleur qui est le logement français, sur le fait qu'une décision à un moment a été prise, soit on continuait la démolition partielle du Galion, soit en fait on ne terminait pas les 400 logements du Vent-d'Autan dans leur résidentialisation et rénovation. Il était pour nous impossible qu'une partie du quartier de la Rose des Vents ne soit pas rénovée. Donc il a été acté avec, dans le cadre de l'ANRU, qu'on a abandonné pour l'instant cette partie de démolition et on terminait complètement tous les travaux de rénovation et de résidentialisation qui étaient entrepris sur le quartier de la Rose des Vents. Alors le quartier de la Rose des Vents, j'ai pas... Il passait trop de temps, mais vous avez vu que ça s'est réellement beaucoup transformé. D'abord, il y a une rénovation des appartements qui a été entreprise. Il y a une transformation des espaces publics qui a été entreprise de manière assez radicale. Hein. Il y a des voies qui ont été créées, il y a des bâtiments qui ont été démolis. Le projet ANRU sur la Rose des Vents, c'est 820 logements démolis. D'accord? Entre 2004 et 2008 à peu près. C'est quand même beaucoup, d'accord? Et donc, dans l'obligation que la ville d'Aulnay-sous-Bois a contractée en 2004, lorsqu'elle a signé le projet ANRU, elle a obligation de reconstruire 820 logements. Le projet d'Aulnay-sous-Bois fait un peu exception dans tous les projets ANRU de France, puisqu'il y a une partie de la reconstruction des logements qui n'a pas été faite sur le territoire aulnaysien. Elle a été faite sur d'autres villes. Il y a les Lilas, Livry-Gargan, et puis il y en a deux autres. Je ne sais pas s'il y a Chelles ou quoi, mais enfin, il y a une partie des logements qui n'ont pas été reconstruits sur la ville d'Aulnay-sous-Bois. C'est pas pour autant qu'il y a des Aulnaysiens qui sont allés habiter dans les logements qui ont été créés à l'extérieur. Donc c'est problématique. Mais en tout cas, sur le fait qu'il y ait une transformation urbaine qui soit engendrée, qu'on ne soit pas sur du 1 sur 1, ça a plutôt laissé respirer le projet. On a pu faire des choses quand même de qualité. Il y a une vraie transformation quand même qui a été entreprise dans ce quartier. Alors, quelles sont les transformations majeures maintenant qui vont intervenir? Puisqu'il y a le projet d'ANRU qui est sur la Rose des Vents complètement au nord,
il y a ce que je vous ai expliqué, la RN2 et sa transformation, qui sont pour part dans ce qu'on appelle la ZAC des Aulnes. Hein. Donc ça, c'est aussi un dispositif urbain qui a été mis en place et qui permet en fait, au travers d'une concession, d'aménager tous ces espaces. Donc il y a là, bientôt des choses qui vont partir en travaux. C'est d'une part, alors ces logements-là ont été reconstruits, hein, vous les reconnaissez, ils sont juste devant le Galion. Il y a 80 logements qui vont être construits, c'est ceux-ci, qui vont être construits par le logement francilien, qui sont en fait des logements en compensation des 820 logements qui ont été démolis. On est encore là-dedans, parce qu'on n'a pas terminé, qui vont être construits juste à côté du foyer ADEF. Donc je signalais tout à l'heure en aparté à quelques habitants qui étaient là que le foyer ADEF, lui aussi, comme le foyer Aftan du quartier Gros-Saule, va être reconstruit. Alors ça va être assez long parce qu'en fait c'est une reconstruction sur site, c'est un peu différent du foyer du Gros-Saule où là on fait une reconstruction hors site. Hein. Il y a des terrains qui ont été mis à disposition et qui permettent de pouvoir construire, faire déménager les gens et après démolir. Là c'est pas le cas. Sur le foyer ADEF, il va falloir qu'on ait une opération qui se construise avec les gens qui sont dedans et après qu'on transfère les habitants et qu'on démolisse. Donc c'est quand même très 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 dur. Au démarrage, on avait des projets qui étaient sur 72 mois, ce qui était pour les habitants du quartier tout était quelque chose de démentiel, parce que 72 mois de travaux, alors qu'ils sont déjà dans les travaux depuis 2004, c'était quand même... On a réussi, au travers de différentes études et tout, normalement on devrait passer sur 42 mois de travaux. Alors c'est encore beaucoup, mais c'est quand même moins que ce qui était prévu. Le foyer, on pourra espérer peut-être voir les travaux commencer plutôt sur 2014 que sur 2013. D'accord ? Hein, mais en tout cas, tous les financements de l'État sont engagés et les permis de construire sur le foyer ADEF devraient être déposés dans les mois qui arrivent, puisque le concours d'architecture qui a été mené par le propriétaire, qui est une filiale de I3F, vient d'être rendu il y a une quinzaine de jours. La maîtrise d'œuvre, les architectes ont été désignés. Donc maintenant, ils vont devoir adapter leur concours à la réalité bien du terrain et déposer leur permis de construire maintenant de manière très rapide. Alors à côté de ce foyer qui pour l'instant est donc dans sa configuration actuelle, il y a donc ce fameux cette opération de logement qui va être faite. Je ne sais pas, est-ce que tu peux faire un aller-retour avant-après? Voilà, aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui, on a un parking provisoire qui a été fait et on a un terrain qui est complètement libre. C'est là où en fait vous aviez les tours. Hein, il y avait 3 tours qui étaient là. Des tours de je ne sais plus combien d'étages, mais plus de 12 étages. Hein. C'est les mêmes que celle-ci. D'accord? Il y avait donc 3 tours qui étaient ici, qui ont été démolies, sur lequel donc va être recomposé le projet que vous avez pu voir, hop là, qui apparaît. Sur cette partie ici, qui pour l'instant est un parking provisoire, qui a été constitué parce qu'il y avait tellement de transformations à l'arrière, lorsqu'il y avait le marché et tout, ça a quand même été très pénible hein, pour les habitants de la Rose des Vents. Lui, il va disparaître aussi après, hein, au bout de l'Enrue, et ça va devenir un espace vert. D'accord? Complet. Voilà. Tu peux revenir un peu, voilà. On va repasser maintenant devant le Galion, et sur l'opération qui est ici en cours. L'objectif, bien sûr, comme il était de faire du Galion qu'il disparaisse, les commerçants qui sont dedans, il fallait pouvoir leur offrir des locaux pour qu'il puisse y avoir encore des commerces pour les habitants, parce que c'est plus gentil de faire sauter des commerces qui ont eu une certaine longévité et qui sont plus réellement des commerces adaptés à la vie d'aujourd'hui, mais en tout cas, l'offre commerciale auprès des habitations, il fallait absolument la restituer. Donc dans le projet du pôle de centralité qui était lancé donc, depuis 2004 à l'origine, hein, mais qui avait connu malheureusement des hauts et des bas, hein, parce qu'en 2008, il y avait un projet qui avait été constitué par l'ancienne municipalité, mais qui s'est complètement écroulé, puisque le promoteur privé qui était là-dessus, il est parti en 2008, parce qu'il a dit oh là c'est la crise immobilière, moi je veux plus, il est parti en cours de route. Il a fallu qu'on reconstitue tout ça, et finalement donc des projets ont fini par voir le jour, parce qu'il y a à la fois la combinaison de commerce et de logement, et on a réussi à mener l'opération. Les projets les permis de construire ont été déposés, ont été obtenus, et maintenant, comme vous pouvez le constater pour ceux qui vont sur la RN2, il y a 2 bulles de vente qui sont sur le parking, et ces 2 projets en fait sont actuellement en cours de commercialisation. C'est du logement, mais c'est pas du logement social, c'est du logement en accession. D'accord? Alors il y a différents types de logements en accession. Hein.
Sur le centre-ville de Aulnay-sous-Bois, on est plutôt dans des prix que je dirais exorbitants, qui sont aux alentours de 4500 mètres carrés pour les moins chers, voire à beaucoup plus au mètre carré. Vous imaginez pour l'appartement ce que ça veut dire. Là, on est sur des opérations dans lesquelles le prix au mètre carré a été maintenu, parking compris, aux alentours de 2700 € du mètre carré, 2800. D'accord? Donc c'est des accessions qui sont beaucoup plus abordables que comment... mais c'est pas la même partie du territoire à Aulnay. Mais en tout cas, c'est du logement privatif qui arrive sur cette partie du territoire. Alors, en bas de cette opération, on a l'offre commerciale qui est reconstituée. C'est-à-dire que les commerces du Galion ont des cellules qui vont être constituées en bas, qui vont permettre à un certain nombre de commerçants qui veulent, qui le désirent, de pouvoir réintégrer des cellules commerciales. Il y en a 2 têtes, une douzaine à peu près. Hein. Donc il y a des commerces qui ne vont pas comment rejoindre cette entité commerciale. Il y en a qui vont tout simplement avoir ce qu'on appelle des compensations et des évictions tout simplement, et donc ils vont arrêter leur activité et ils vont tout simplement cesser leur activité et ils vont avoir une prime en compensation. Et puis on a surtout l'installation d'un commerce de proximité Intermarché qui s'installe. D'accord? Donc il y a une moyenne surface commerciale qui s'installe, et puis des commerces de proximité autour. Ça, c'est sur la partie de ce qu'on appelle l'îlot de la Croix. Sur l'îlot Sisley, c'est aussi donc des appartements à la vente, mais en dessous, la dalle commerciale, ce sont des services publics. On a la Poste qui va donc, partir du Galion qui va venir dedans. On a des services publics, annexes mairie, PMI, tout ça, qui vont être réorganisés. Donc on va plutôt avoir un espace administratif au pied de cet immeuble et au-dessus des appartements. Et de l'autre côté, c'est plutôt une partie commerciale et des appartements au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour relater ce qui s'est passé sur cette partie du territoire déjà depuis 2004, sur les transformations qui sont à venir encore. Donc là, j'ai fait à peu près le tour. Je voudrais signaler quand même sur la partie Aquilon, là où tout en haut de la cité de la Rose des Vents, 3000 hein, pour ceux qui l'ont. On a aussi des tours ici, c'est 3 tours aussi, je ne dis pas de bêtises. 3 tours qui ont été démolies. Et là, le logement francilien va faire une opération qui est un peu particulière. C'est du logement en accession aussi, c'est-à-dire que c'est des appartements qui vont être mis à la vente pour les locataires du logement francilien, qui vont être proposés en premier. Et leur particularité, c'est que les gens qui vont acheter, ils vont être en capacité de pouvoir acheter, mais si jamais ils ont ce qu'on appelle un accident de la vie, un décès dans la famille, une recomposition familiale au travers d'un divorce ou quoi aux caisses, ils ont la possibilité, s'ils ne peuvent plus payer leur remboursement, de rester dans le logement et de devenir locataire de leur appartement. D'accord? Donc ça, c'est une opération qui va être menée dans ces 4 plots-là, qui ne sont pas décidés pour l'instant, puisque tout ça fera l'objet d'appels d'offres et d'architectes qui vont travailler. Et il y a juste une petite opération qui, normalement, dans le cadre du projet en rue, la foncière logement, c'était une obligation dans les montages financiers de l'époque, de leur laisser un tellement foncier. Ils vont faire ce qu'on appelle du logement privé locatif. Donc ça va être de la location, mais privée. Ce ne sera pas du logement social. D'accord? Donc là, c'est une opération accession et logement locatif privé qui vont être mis en œuvre sur cette partie du territoire. Alors quand c'est 2013-2014, hein, tout ça, c'est quand même des choses qui sont assez longues à monter. Donc pour le territoire, je dirais, de la Rose des Vents pour l'instant, c'est à peu près ce qu'on peut vous mettre en perspective pour l'instant. Alors bien sûr, toute la rénovation urbaine termine. Hein. La fin du projet de rénovation urbaine, normalement, c'est le 31 décembre 2013. On doit avoir terminé l'ensemble des espaces publics, l'ensemble de rénovation des appartements qui ont été entrepris. Donc on va venir un petit peu plus bas sur le territoire en dessous de la RN2. Donc, tu peux remettre la carte un peu plus. Ah oui, j'ai oublié une chose importante. Dans le bout de la RN2, près du rond-point, près du parc du Saucé, la municipalité a mis à disposition du ministère de l'Intérieur 3200 mètres carrés, si je ne me trompe pas, 3500, c'est 3500 mètres carrés pour la construction du futur commissariat de Aulnay-sous-Bois. Hein, puisqu'il est prévu, normalement, le déménagement du commissariat de police qui est planqué là-bas dans le fin fond du sud d'Aulnay-sous-Bois, qui est plus du tout adapté à ces fonctionnaires qui travaillent là.
qui est plus adapté à ce que la population peut avoir comme usage du service public de la police. Et donc il est, en tout cas nous avons prévu de leur réserver un tellement foncier pour qu'ils puissent venir s'installer sur le nord de la ville. Et peut-être qu'ils ont pour projet de faire arriver aussi des forces de police, des brigades départementales aussi qui pourraient arriver là. Bon. Alors maintenant on verra, hein. Nous on a mis à disposition les terrains. On espère voir le jour de tout ça le plus rapidement possible, mais il y a des choix qui sont faits aussi d'ordre budgétaire, à savoir quel commissariat doit être conçu en premier ou pas. Malheureusement, il y a un peu plus, dans la dernière année, il a été fait priorité par exemple au commissariat du Raincy. Bon, voilà, nous on estime qu'il y aura peut-être été plus heureux de voir des commissariats qui soient développés ailleurs, le nôtre en particulier. Et sachez que le commissariat de Aulnay-sous-Bois n'est pas réservé aux Aulnaysiens, hein, puisqu'en fait c'est un district. Et donc on a Villepinte, Sevran, Aulnay, je crois qu'il y a une quatrième, mais je ne sais plus quelle ville. Donc en fait il rayonne quand même sur un territoire qui est assez important. Hein, voilà. Alors, sur le sud de la rive de la RN2, donc tous les projets de la gare du Grand Paris. On se trouve sur un territoire dans lequel on a la cité des étangs, la cité des Merisiers, qui font partie, eux faisaient partie en fait du projet en rue, hein, puisque le projet en rue c'était la Rose des Vents, c'était les Merisiers et les étangs. Ce qui avait été complètement exclu à l'époque du projet en rue, qui était un dispositif national qui a permis quand même de faire pas mal de choses, c'est la cité Emmaüs qui a été complètement ignorée du dispositif. Et malheureusement, vos territoires à vous, hein, puisqu'en fait tout le quartier de Vitry, Savigny, a été complètement exclu de ce dispositif à l'époque en 2004. Et on voit bien malheureusement que tout ce qui a pu être apporté sur le territoire au sein de la Rose des Vents manque crûment aujourd'hui en ce qui concerne votre quartier, sur la qualité à la fois des espaces publics et sur le bâti de l'habitat qu'on pourrait amener. Alors sur la cité Emmaüs, aujourd'hui ils sont sur une rénovation de la totalité des 800 logements, je ne dis pas de bêtises, hein, de tête, de 800 logements, donc c'est des transformations à la fois à l'intérieur, les salles de bain, les cuisines, les halls, et ils vont intervenir aussi sur l'extérieur. Bon. Une des choses sur lesquelles nous ne sommes pas tout à fait satisfaits, c'est le fait qu'ils ne vont pas jusqu'à la résidentialisation des immeubles. Puisqu'une des grandes problématiques qu'on a traitées au travers de l'ANRU et au travers, y compris d'espaces que vous pouvez voir ici sur les bâtiments de l'EPHLM, c'est la résidentialisation et la vraie limite entre l'espace public et l'espace privé. Hein, du fait qu'à un moment on sache qui est-ce qui fait quoi, c'est-à-dire à un moment qui est-ce qui est responsable, par exemple de l'entretien, de l'éclairage, d'une voirie. Est-ce que c'est par exemple la mairie qui en est responsable, ou est-ce que c'est sur le tellement foncier un des grands bailleurs, ou éventuellement dans votre quartier à vous, la COPO. Hein, voilà. Donc ça c'est un vrai travail qui a été entrepris à partir de 2004, justement sur cette grande réflexion sur les projets en rue, mais qui ne sera pas dans le projet Emmaüs pour l'instant. Bon, ça manque, mais il faut bien commencer par quelque chose, et puis tout ça de toute façon ce sont quand même des financements à la fois publics et privés, et il faut qu'on arrive à faire avancer les choses. Alors, Emmaüs, il y a le projet de rénovation, mais il y a aussi la construction d'un immeuble de 60 logements, qui sont des logements sociaux, qui font partie de la recomposition de l'offre des 820 logements qui ont été démolis. Donc Emmaüs construit donc cet immeuble, qui est juste là, vous voyez, c'est la rue Jacques Duclos. Hein, on a l'usine L'Oréal qui est là, on a le rond-point qui est juste là. Hein. Là, c'est l'ancien garage Renault, hein, qui était ici, hein, qui a été démoli entièrement. On a donc un immeuble de 60 logements qui vient ici se construire. Et au pied de cet immeuble, on a la deuxième antenne CAF qui va arriver sur le territoire aulnaysien. Donc il y aura Pleyel, et en numéro 2 sur le département, ce sera donc l'antenne d'Aulnay-sous-Bois qui va être développée ici. Donc ce sera des services pour la population aulnaysienne, mais aussi des services pour la population du département. Hein. Ce ne sera pas réservé uniquement aux Aulnaysiens. Pour cela, il y a une voirie qui a été créée entre la rue Jacques Duclos et la RN2 qui va être réalisée. Sur l'ancien terrain Renault. Alors, il y avait des projets qui étaient déjà en cours d'élaboration avant même que
que la question du projet du Grand Paris ne soit discutée. Et avant même que la gare du Grand Paris et son positionnement sur le territoire arlésien n'ait été décidé. Peut-être que si, à l'époque, il y avait déjà eu connaissance de cet élément majeur de la transformation urbaine qui va arriver, le projet eût été différent. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est de la restauration rapide qui est installée, avec une moyenne surface qui est une petite surface qui est installée, qui sera Lidl. Vous avez vu qu'il y a déjà le KFC qui est ouvert, il y a un Quick qui doit ouvrir, et une restauration rapide asiatique, je ne sais pas laquelle, qui doit arriver sur cette partie du territoire. Voilà. Bon, la gare du Grand Paris, c'est 2018-2020, et maintenant il y a des discussions, peut-être 2023, enfin bref. Il y a une dizaine d'années pendant lesquelles le territoire, de toute façon, il doit vivre. Hein, une dizaine ou une quinzaine d'années pendant lesquelles le territoire doit vivre, avant de voir la gare du Grand Paris arriver. Voilà. Donc ces projets étaient déjà en route avant même que la discussion sur le Grand Paris était en cours. Alors, on va passer maintenant sur la concession. On va passer sur la concession. Hein, voilà. Alors, un autre dispositif important, alors qui vous concerne plus particulièrement vous, a été étudié par la municipalité et a été voté le 7 juillet 2011. C'est ce qu'on appelle la concession d'aménagement, les chemins de Mitry-le-Princet. Alors, pour un certain nombre d'entre vous à l'époque, dans la pré-consultation qui avait été organisée sur ces intentions urbaines et architecturales, un certain nombre d'entre vous sont venus dans différentes manifestations, des réunions qui ont pu être faites auprès de la population, des balades urbaines qui ont été organisées, des réunions thématiques avec les enseignants, avec les commerçants. Un certain nombre de choses avaient été mises en place pour qu'on puisse réfléchir à ce dossier avec des intentions urbaines et architecturales qui avaient été posées dans ce dossier. Une fois que toutes ces intentions ont été exposées à la population, qu'on a eu des retours, il y a un projet qui a été voté au sein du conseil municipal, qui a été voté à l'unanimité, si je ne dis pas de bêtises, je me rappelais, et qui est donc une concession d'aménagement qui est sur 13 ans, qui a été votée, et qui, avec deux phases, une phase qui se terminera fin 2015, et une deuxième phase qui sera 2015, 2023, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je sais plus la date exactement. Dans cette concession, votre territoire est très intéressé. Cette concession, le périmètre, on peut le périmètre le faire voir en général. Tu rebascules en blanc peut-être et puis voilà. Donc en fait, on arrête par là à peu près. Le territoire qui est concerné par la concession, d'accord? C'est bien sûr vos quartiers. Vous voyez, on est là aujourd'hui, hein, ce soir. Là, on est sur le Vélodrome. Tout ce qui est Mitry-en-Bourget, Savigny, le long de la rue de Mitry, de chaque côté de la rue de Mitry jusqu'au Soleil Levant, d'accord? Et à partir du Soleil Levant, on continue avec la RD 115 jusqu'à chez Ford, d'accord? Donc le territoire qui est concerné à partir de chez Ford, c'est plutôt, je dirais, sur les rives d'un côté et de l'autre du RD 115, c'est la rue Princet et la rue de Mitry. De chaque côté jusqu'au Soleil Levant. Attends, tu mets un peu. Alors, le Soleil Levant, je le retrouve, voilà. Le Soleil Levant qui est ici. Et ici le Soleil Levant. Vas-y. Voilà, oui, j'y suis. Sur le Soleil Levant. Le Soleil Levant est juste là. D'accord? Donc, vous voyez que vos quartiers, on est ici. La transformation se fait le long de la RD 115. Elle englobe tout le territoire de l'ancienne usine d'amiante, l'école du Bourg, d'accord? Tout le quartier, le nœud du Soleil Levant, toutes ces concessions automobiles ou des garages qui étaient là, qui n'étaient pas forcément des concessions, mais au moins des garages qui abritaient des voitures d'occasion et tout ça, en font partie. Tu peux remonter un petit peu le Serge plus haut. Non, pardon, c'était la verge. Tu descends. Voilà. Donc dans les intentions qui ont été présentées par les urbanistes et les architectes, il y avait en particulier le fait qu'on puisse faire naître un écoquartier. Alors il y a deux écoquartiers, mais sur ce Soleil Levant, un écoquartier au niveau du bâtiment de la SAEB.
je pense que pour vous dire, quand vous passez au soleil levant, vous avez la boulangerie. Vous continuez la route de Mitry. Et vous arrivez sur un endroit où il y avait un entrepôt de matériaux qui a été complètement démoli. D'accord, hein, vous voyez? En face, on a aujourd'hui un espace vert, mais qui n'est pas un espace vert public, qu'on appelle le parc Princet, qui est ici. Et en fait, on s'aperçoit, lorsqu'on a une vue aérienne et dans la globalité, que le parc Blainville est complètement à proximité, qu'il y a ce parc Princet, qu'on appelle Princet, et en fait, on a encore des espaces en face, jusqu'au collège, en fait, Gérard Philippe à l'arrière. Les urbanistes, dans leurs intentions de transformation, ont imaginé qu'on pourrait faire se relier tous ces espaces verts, en faire ce qu'on appelle un écoquartier, donc c'est-à-dire y voir des constructions naître, des constructions à la fois de logements en accession et de logements sociaux, et de faire que ces trois espaces verts constituent une vraie progression dans laquelle tout ce qui est déplacement doux, c'est-à-dire le piéton, le vélo, puisse avoir une vraie progression au travers de ces parcs jusqu'au collège Gérard Philippe. Et imaginez que le collège Gérard Philippe, qui est constitué en fait de deux fonctions, une partie enseignement et une partie dans laquelle les instituteurs résident, hein, c'est les logements, on puisse passer au travers, mais pas avec une route, mais avec des aménagements pour les vélos et pour les piétons, et que ça puisse permettre à tous ces collégiens, plutôt que de passer du côté de la route Sevran et de redescendre sur le lycée Voilhomme, de venir au travers à la fois de tous les équipements éducatifs et les équipements sportifs autour du moulin de la ville, passer au travers de tous ces aménagements urbains qui redonneraient de la place aux piétons et aux vélos. D'accord? Donc cette concession, elle a aussi sur vos quartiers à vous des transformations importantes, sur lesquelles je vais revenir. Donc il y a sur la partie du vélodrome, je vais essayer d'y aller, voilà, on revient, sur toute la partie vélodrome. La réflexion qui est menée pour voir naître ce qu'on appelle un écoquartier également. D'accord? Donc ça, pour l'instant, c'est des intentions qui ont été bâties dans la concertation du projet en 2011. Et le concessionnaire qui est Deltaville, qui a été désigné qu'en avril de cette année, va devoir revenir vers les habitants, faire de la concertation ce qu'on appelle opérationnelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un sujet qui va être étudié, de revenir vers la population, de pouvoir débattre avec la population des différentes options qui seront possibles. Sur cette partie du territoire du vélodrome, aujourd'hui déjà, on a des logements qui sont construits. On a 82 logements qui sont construits pour l'office public HLM de la ville d'Aulnay-sous-Bois. On a un parc de 7500 m², oui c'est ça, je dis pas de bêtises, 7500 m² d'espace vert qui est constitué. Et on a une opération de 120 logements en accession qui est aussi en train de se construire. La bulle de vente de cette opération, il n'y a presque plus d'appartements à vendre. Elle est juste à Bricoman, à l'angle, hein, à l'angle de Bricoman, vous voyez. Ça, c'est cette opération-là. D'accord? Donc ça, c'était déjà parti. Sur le reste de l'aménagement de l'écoquartier, les études sont à faire et feront l'objet de présentation auprès de la population. Une des observations dans cette concession qu'on nous avait faite, c'est sur les vestiges de tombes romaines qui sont dans ce coin-là, qu'on devra valoriser au travers de la concession. Donc c'est prévu dans le cahier des charges du concessionnaire. Il devra faire avec ces vestiges de tombes romaines et de les mettre normalement en valeur, budgétairement c'est prévu, dans l'aménagement total du quartier. Voilà. Donc sur cette partie du territoire, il y aura des logements qui seront construits, il y aura des espaces publics qui seront requalifiés. Aujourd'hui, on a des espaces purement sportifs. On a des espaces devant qui sont à la fois pas des espaces sportifs, mais qui sont des espaces dans lesquels il y a des pratiques sportives qui sont plutôt, je dirais, pratiquées par les habitants, mais pas de manière encadrée. Donc il faudra restituer ces usages, mais au travers de nouveaux espaces publics qui seront définis. Sur la partie de votre quartier, donc, on a pour projet la requalification des espaces publics et redéfinition d'une bonne partie de tout ce qui est architectural et tout, au travers notamment du plan de sauvegarde. Mais une
des transformations majeures que vous allez pouvoir voir très prochainement. Je crois que dans le conseil de quartier, demain, donc il sera fait état plus particulièrement des transformations qu'on aura sur votre quartier, au travers de la maison des services publics qui devrait naître là où vous êtes ce soir, enfin juste devant, et la transformation de tout ce qui va se passer autour de l'Étau, hein, au travers de la nouvelle offre commerciale, de logement et de la maison des services publics, hein, dont demain on vous fera un détail plus complet pour ceux qui pourront revenir, mais c'est le regroupement des services publics sur le quartier au travers d'un équipement tout neuf. D'accord. La première médiathèque de Metz-sous-Bois, ce sera ici. Hein. Une nouvelle mairie annexe, un bureau information jeunesse, les services sociaux et tout. Donc, mais voilà, on vous détaillera ça demain plus grandement. Une des choses que vous pouvez voir aussi aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui ont des enfants, c'est la transformation de l'école en Bourget, puisque l'école en Bourget, les travaux sont déjà partis depuis septembre. Ils vont se prolonger jusqu'à septembre prochain, et pour l'élémentaire jusqu'en décembre. Voilà. Une des options qui est prise, bien sûr, c'est le prolongement de la rue du 8 mai. Donc tout ça va faire l'objet d'études, on va revenir vers vous. Une étape importante a été franchise cette semaine. C'est la copropriété de la Morée et Saint-Mini sur la division de la copropriété, puisqu'en fait la séparation en 5 copropriétés a été votée en Assemblée Générale à l'unanimité. Donc on va pouvoir maintenant terminer le processus administratif sur tout ce qu'on appelle le terrain pour pouvoir intervenir, requalifier et faire en sorte qu'on puisse changer réellement les choses à l'intérieur de notre quartier. Maintenant c'est acté et ça devrait être terminé normalement. Toutes ces tracasseries administratives, je dirais, qui étaient commencées depuis des années, devraient se terminer donc normalement au mois de juin 2013. Voilà. Donc sur les transformations de quartier, on y reviendra un peu plus demain, parce qu'on est là toute la journée encore demain pour vous expliquer. Avec un atelier de concertation avec les habitants, voilà, qui sera ici demain après-midi ou matin? Après-midi, me dit-on. Voilà. Bon, donc sur le principe de la concession, je vous ai un peu donné un peu les grandes traces de la concession. Il y a un certain nombre d'équipements publics qui seront construits. Il y a une transformation de l'espace qui a été occupé par l'usine d'amiante. L'usine d'amiante dont les travaux de dépollution seront terminés à la fin de ce mois. Il n'y aura pas de construction sur le site de l'usine d'amiante. Il y a 7000 m² sur lequel rien ne sera construit, mais les espaces publics vont voir jour. Il y a un city-stade, il y a des espaces de jeux d'enfants, il y a un parking pour l'école du bourg qui va être reconstitué et tout. Donc voilà, ça c'est par contre quelque chose qui va voir le jour sur l'année 2013. D'autres équipements publics sont attachés à cette concession, en particulier sur la constitution, y compris d'une école maternelle, sur le quartier du Soleil Levant. Voilà. Une chose importante simplement dans cette concession aussi, c'est la départementale, la RT 115 qui passe là, hein, qui pour vous s'appelle Mitry et dont le bout s'appelle Jules Princet après Jean Charcot. Elle fait l'objet d'une étude par le STIF pour devenir ce qu'on appelle un BHNS, un bus à haut niveau de service, qui voudra dire qu'on va transformer tout au long de cette RD 115 des espaces publics, dans lequel normalement on veut redonner de la place aux piétons, redonner de la place au vélo, et redonner de la place au transport public. Et donc normalement, un transport public avec une voie dédiée, afin qu'il puisse respecter les horaires et tout, et améliorer la qualité des transports pour les habitants de ces quartiers. Voilà. Je pense que sur la concession, on a fait une petite pause, Guy, parce que ça fait un peu... voilà, voir si déjà il y a peut-être des questions, des choses que vous n'avez pas forcément bien comprises, ou des choses sur lesquelles vous aimeriez avoir une information parce que vous avez vu quelque chose en vous promenant dans la ville, en circulant dans la ville, et que voilà, c'est l'occasion jamais de poser vos questions. Est-ce qu'il y en a pour le moment? Voilà, alors ça, voilà, on va continuer. Juste pour vous rappeler une toute petite chose, une fois qu'on aura terminé, là, on aura ce temps de questions. Et dans la foulée, Daniel Boutet, Arnaud Kubaki, qui représentent chacun les conseils de quartier de Mitry et du Gros Saule, vous feront un petit zoom sur Mitry, les projets qui montent, sur le Gros Saule, les projets qui montent, et voilà. Donc, je sais que certains d'entre vous font partie des conseils, et on terminera ensuite sur le buffet, pour rappeler un peu le déroulé. C'est bon? Très bien. Moi ça me va bien, je vais pouvoir un peu dérouler jusqu'au bout.